Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Nous sommes le vendredi 4 août 2023. Une map plutôt dans le rouge comme vous le voyez pour la journée d'aujourd'hui. À part Pulse Chain ici qui redécolle, on l'a pu l'observer hier. Donc suite à la baisse notable de début de semaine, on le voit ici. Ça revient tranquillement, donc au final il n'y avait pas non plus de quoi s'alarmer tant que ça. De toute façon un projet dans lequel on n'a pas investi qui ne nous intéresse pas. Pour le reste, on voit que Litecoin, qui a réalisé son halving il y a peu, perd en valeur. Clairement, il y a peu à dire. Des volumes qui sont assez peu élevés et un cours assez plat, voire en baisse. Autre crypto qui m'intéresse, Curve. On peut le voir ici, qui depuis le début de la semaine est plutôt en baisse aussi. 50 centimes, c'était un bon cours. S'il y retourne, je l'envisagerai avec sérieux. Si on regarde de façon plus large, on a Bitcoin toujours à 29 000, Ethereum toujours en dessous des 1009, des volumes assez bas, pas grand chose à dire, c'est le mois d'août, pour le moment rien de surprenant. On passe aux news. Hier, je vous avais partagé via le Twitter et via le commentaire YouTube différentes news, notamment KPMG. Je souhaitais revenir dessus parce que KPMG, c'est quand même un des Big Four, un des plus gros cabinets d'audit au monde. On parle de presque 300 000 employés, 143 pays, une réputation extrêmement puissante, extrêmement forte, influente dans de nombreuses sphères, notamment la sphère financière. Et du coup, quand ce genre de cabinet fait des études sur Bitcoin et le fait de façon positive, c'est plutôt bon. C'est quand même un bon signe. Donc là, les points mis en avant, c'est surtout les critères ESG, tout ce qui va toucher à l'environnement, le social et la gouvernance. Donc quels sont les points soulevés par KPMG? Qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Déjà le fait que Bitcoin est plutôt un allié dans la lutte contre le climat qu'un ennemi. Qu'en réalité, l'argument visant à dire qu'il consomme énormément d'énergie est assez incorrect et il est facile de le contrer, notamment en parlant des différentes façons d'exploiter certains excès d'énergie pour miner, ce que font beaucoup de personnes qui évidemment le font d'abord pour des questions économiques, de rentabilité, mais qui du coup permettent d'aller capter de l'énergie qui n'était pas forcément utilisée. On peut penser même à, on a vu il y a quelques mois, des spas qui utilisaient des surplus de chaleur pour miner. Donc vous voyez, c'est le genre d'idées qu'on peut mettre en avant et qui finalement sont assez présentes. C'est ce qu'on nous dit ici. On parle aussi par exemple des récupérations de chaleur et de la réduction du méthane, qui est un gaz encore plus polluant que le CO2 dont on entend tant parler. C'est assez intéressant également sur ce point-là. On va pas s'étendre, c'est pas le sujet, c'est juste de montrer que KPMG a fait ça de façon sérieuse et vise à montrer que bah non, regardez, c'est pas si grave que ça, c'est pas si problématique. Toute la partie inclusion financière, ça oui, et lutte contre l'inflation, là je suis un peu moins d'accord dans le sens où on est quand même sur un actif qui est assez volatile. Hein. Sur un an, ça peut faire des x2 et des divisés par 3. Donc lutte contre l'inflation, ça se discute. Par contre, l'accessibilité, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut penser à tous les pays entre guillemets émergents ou des pays où en fait les personnes sont assez peu bancarisées, comme par exemple en Afrique ou en Amérique latine, et où en fait les échangeurs crypto et les cryptos permettent de faire des transactions là où les banques le font beaucoup moins facilement. Donc ça, oui, un gros point pour moi. Et l'inflation, on a déjà parlé, je reviens pas dessus. Donc voilà des éléments intéressants proposés par KPMG, ça mérite d'être souligné. On continue ici avec Coinbase et sa Layer 2. Donc la Layer 2 qui s'appelle Base, on n'a pas encore parlé beaucoup. Je ferai une vidéo dessus certainement la semaine prochaine. Ils prévoient du coup leur lancement public le 9 août. Donc d'ici 5 jours, je vais essayer de me presser. Ça va être intéressant. À mon avis, il faut se renseigner. Donc je vous invite à le faire de votre côté et je ferai moi-même une vidéo dans les prochains jours. FTX 2.0, on en entend parler de plus en plus avec de potentiels renouveaux. Alors j'ai lu certains articles où il y avait des désaccords entre certains investisseurs et les dirigeants de la remise en place de FTX. Ici, on a l'avis de Jess Powell, qui est fondateur et ancien PDG de Kraken, donc un des plus anciens échangeurs américains, qui nous dit que globalement, c'est une mauvaise idée, notamment au niveau de l'image, et on ne peut être que d'accord avec ça. L'image de FTX fait peur, on n'a pas envie, c'est quand même un symbole de l'effondrement et du bear market de l'année 2022. C'est pas le seul, mais à mon avis, effectivement, ça risque de leur coller à la peau un certain temps.
On continue ici en Asie et c'est très intéressant. Je vous parlais hier rapidement de HK qui était le premier échangeur à recevoir une licence à Hong Kong. On en a un second qui s'appelle OSL. Donc les deux peuvent proposer du trading de crypto en Asie, notamment en Chine. Et c'est un très bon point. C'est un très bon point pour eux, c'est un très bon point pour le marché. Donc, eux sont les premiers arrivés, donc ils vont pouvoir se positionner de façon intéressante. Mais on voit la Chine en fait qui est vraiment en train de s'ouvrir via Hong Kong. Je vous propose qu'on aille voir. Donc on a deux articles là. On a aussi celui du Journal du Coin qui dit voilà, les deux nouveaux chouchous d'Hong Kong sont BTC et ETH. Et on peut effectivement le voir ici, avec en plus le stablecoin qui se lance, Binance qui va le lister, le FDUSD, donc le First Digital, vous le voyez ici, les paires de trading BTC, FDUSD et ETH, FDUSD. Donc pour le moment, on parle principalement de BTC et ETH. Vous pouvez le voir ici sur le HK Exchange. Il propose le BTC USD, le TH USD et l'USDT USD. Donc on est sur vraiment quelque chose qui va petit à petit. Mais voilà, ils ont leur licence. Ils sont acceptés par la SEC de Hong Kong, la SFC. On le voit ici pour HK. On peut aller voir également pour OSL. Donc lui, on n'a pas encore les différents cryptos listés. Mais on voit qu'ils font un peu comme tous les échangeurs. En fait, ils font des news. Et au-delà de ça, ils montrent, ils mettent bien en avant. Ils sont régulés, ils sont sécurisés. Alors ça reste à prouver. Ils sont audités. On peut supposer que ça va avec la régulation. Ça paraît cohérent. Et ils nous parlent de leur support. Ici, on a une partie à Hong Kong, l'autre à Singapour. Donc ça couvre quand même une certaine partie de l'Asie. Et écoutez, c'est du très très bon. C'est du très très bon. La Chine qui est en train de se repositionner. Maintenant, un point sur Litecoin. Comme vous le savez, le halving était cette semaine. On avait des attentes un peu certaines, surtout dans les derniers mois. On se disait que ça allait monter. Et au final, c'est plutôt décevant en termes de cours. Donc ce qui se passe concrètement, c'est que les récompenses par bloc ont été divisées par deux. Donc on était à 12,50, on est maintenant à 6,25, ce qui fait un effet rareté qui normalement entraîne une hausse du prix parce que le token est plus compliqué à recevoir. Il s'avère que ce n'est pas ce qu'on a observé. Donc on va regarder quand même quelques chiffres qu'on a ici. Qu'est-ce qu'on peut constater? Déjà, on nous dit le nombre d'adresses actives entre les deux halvings a fait x2. On est passé de 127 000 à 255. Sachant que le précédent était en 2019. On parle de quelque chose qui s'est passé il y a 4 ans. Donc c'est pas si énorme que ça. Moi, je trouve pas que ce soit hallucinant comme augmentation des adresses. On nous parle aussi du volume quotidien des transactions, qui était de 330 millions de dollars à l'époque pour presque 2 milliards maintenant. Donc effectivement, c'est une très belle hausse, mais qui, encore une fois, est à relativiser vis-à-vis en fait du reste du marché crypto qui lui aussi a très largement grandi. On nous parle aussi de la stabilité du cours qui était déjà en fait autour de 90 pendant les deux, enfin au cours du dernier halving. Là, c'est vrai que c'est intéressant, on peut aller voir le prix. Vous voyez, en 2019, on avait quand même eu cette explosion de décembre 2018, on était autour des 30 dollars jusqu'à 138 en juin pour ensuite rebaisser très très largement, retourner presque aux 30 dollars en fait. Donc ça, c'était en 2019, c'est un peu le scénario qu'on attendait. Si vous positionnez ici, en décembre, on était autour de 60, 70 plutôt, 70 dollars. On est monté jusqu'à 112. 112 et on est à 80. Donc c'est beaucoup moins impressionnant, beaucoup moins intéressant, alors que les volumes sont plus élevés. C'est décevant, on va pas se mentir, c'est décevant, il se passe rien. Ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder ce qui s'est passé après. Donc on a une très grosse chute dans l'année qui a suivi. Il n'est pas du tout exclu qu'on observe quelque chose de similaire, mais du coup on n'est absolument pas certain. Donc voilà, c'est quand même sympa d'avoir ces différents chiffres. On voit que le hash rate évidemment est beaucoup plus élevé, tout à fait logique. Le nombre de transactions journalières à peu près x4. Donc c'est quand même bien. En tant qu'investisseur, pour le moment, c'est décevant. Donc on va suivre tout ça bien évidemment. Et en ce qui me concerne, je ne rachèterai pas tout de suite du Litecoin. Je pense que si je devais en racheter, ce sera sur des valeurs assez basses, autour de 50 dollars peut-être. On continue ici avec un des rois des memecoins. Les memecoins sont un peu mis en avant dernièrement, surtout depuis PP au niveau du printemps dernier. C'est intéressant de voir ce que les plus anciens proposent, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils font pour survivre, comment est-ce qu'ils font pour maintenir un intérêt. Et on peut parler un peu de Shiba, on a cet article qui nous parle du coup de Shibarium, qui serait la layer 2 d'Ethereum, donc ça fait déjà longtemps que ça a été annoncé. Et vous voyez, c'est comme ça en fait qu'il faut essayer de garder une espèce de place sérieuse en essayant de construire
des choses et on nous donne ici une nouvelle en fait dimension que le projet veut prendre, qui est celle de se positionner de façon sérieuse sur la scène DeFi. On a déjà ici la mise en place du SSI, le Self-Sovereign Identity, qui va en fait avoir le même usage qu'un passeport ou d'un document d'identité qui sera utilisable sur la plateforme. La question est-ce que ça va vraiment être utile dans ce cadre-là? C'est-à-dire qu'on peut imaginer plus tard que oui, mais pour le moment, est-ce que vous avez vraiment envie de faire ça? Et la deuxième, c'est est-ce que vous croyez dans le projet et dans le fait qu'ils vont garder vos données de façon sérieuse et qu'ils ne vont pas les exploiter pour, par exemple, les revendre? Donc l'idée, c'est que l'écosystème Shiba va relier toutes les applications à une identité numérique basée sur la blockchain afin de renforcer la confiance entre utilisateurs et gouvernements. Donc clairement, ils veulent se positionner d'une certaine façon. Alors est-ce qu'ils ont une image assez sérieuse pour faire ça? Je ne sais pas. Est-ce que en tant qu'utilisateur, vous trouvez ça sérieux? Est-ce que vous trouvez ça rassurant que ce soit Shiba qui propose de s'atteler à tout ce qui est identité numérique? Moi, je ne suis pas hyper convaincu, mais je peux entendre l'idée. À titre personnel, je n'irai pas du tout là-dedans. Ils veulent créer une nouvelle norme mondiale en matière de confiance numérique décentralisée, ce qui implique également en fait d'être totalement KYC. Donc c'est-à-dire qu'on perd totalement l'aspect DeFi initial, c'est-à-dire le fait que les transactions sont pseudonymes. Là, vous avez un passeport, donc vous êtes en fait totalement identifié. On va un peu dans le même délire que WorldCoin d'ailleurs qui est ici. À surveiller avec intérêt, pour ma part, je vais rester assez éloigné de ces choses-là. C'était quand même notable, j'avais pas conscience par exemple que Shiba s'orientait sur ce type de projet. Et enfin un petit mot sur Curve, on en parlait il y a quelques jours, on avait DoQuant qui avait racheté une grosse partie des Curves quand ils étaient autour de 40 centimes. On voit ici que Jundu, qui est la figure emblématique de Huobi, donc un échangeur qui est d'ailleurs fortement lié à Tron maintenant, qui a lui aussi racheté pour 4 millions de dollars de CRV, ce qui fait que CRV est très très largement soutenu par certains gros acteurs, donc ça c'est un très bon point, c'est-à-dire que le projet va certainement tenir et que c'est intéressant de se positionner dedans. L'autre point, un peu plus négatif, c'est qu'il doit y avoir une certaine centralisation et des gros bras dedans qui se soutiennent les uns les autres. Donc les deux aspects sont présents, mais à mon avis c'est quand même assez positif pour les potentiels investisseurs. Voilà, c'est tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.